Chapitre 10. Le guerrier Ib. Peu après l'aube, le vent tomba, et le dôme gris du ciel ne lâcha plus que de légers flocons virevoltants. « Je vais avoir besoin de ma veste, Nessa, dis-je. Partagez vos vêtements avec votre petite sœur. Tôt ou tard, je devrais me battre, et je tenais à porter la longue veste noire, un signe de ma charge, de sorte que l'ennemi, quel qu'il soit, sache à quoi s'en tenir en me voyant. Ce fut Nessa qui donna une partie de ses vêtements à l'enfant, y compris sa cape imperméable. Quoique beaucoup trop grand, il lui offrirait une protection suffisante. Les conditions du voyage allaient devenir de plus en plus dures pour Nessa. Suzanne, elle, s'était bien gardée de proposer quoi que ce soit. Selon mon habitude, je soufflais par 3 fois dans les narines de ma monture avant de l'enfourcher. « Que faites-vous » m'interrogea Nessa, une lueur de curiosité dans les yeux. Visiblement, elle avait pris la sage décision de ne pas s'opposer à mes directives. Juge de ce que nous, les mages, appelons le bosca. J'ai changé la composition de l'air dans mes poumons, instillant ainsi dans l'organisme de l'animal courage et docilité. En cas de combat, il ne bronchera pas face à l'ennemi. Vous allez vous battre ? Des dangers vous menacent ? Oui, Nessa, c'est plus que probable. Aussi, mettons-nous en route et espérons que tout ira bien. C'est encore loin, là où nous allons ? Tous les jours se ressemblent. Je perds la notion du temps. Il me semble que des semaines ont passé depuis que nous avons quitté la ferme. Ce n'est que notre 5e jour. Mieux vaut ne pas penser au reste du voyage. À chaque jour suffit sa peine. Ayant laissé les ruines derrière nous, nous finîmes par atteindre un terrain nu, rocheux, sur lequel la neige avait fondu. Des vapeurs montaient de fissures dans le sol. De temps en temps, la terre tremblait et le vent apportait une odeur de brûlé. « Quel est cet endroit ?» voulut savoir Nessa, qui chevauchait près de moi. C'est la faille de Fizanda, une étendue sans cesse parcourue de secousses. Elle marque la frontière sud des territoires de mon peuple. Nous y serons bientôt. Nous continuâmes vers le nord, à travers cette lande fumante et instable qui rendait les chevaux encore plus nerveux que les 3 purets. Mais ici, une traque s'avérait difficile. De plus, nos poursuivants de la forteresse s'attendaient à ce que je fuis vers le sud, pas vers le nord, où je risquais d'être exécuté. Tout était donc à mon avantage. Mais bientôt, d'autres nous pourchasseraient. Les ultimes pensées de l'assassin agonisant étaient parvenues à sa confrérie. Ses frères savaient qui l'avait tué. Certains étaient sans doute en route sur les sauvages terres neigeuses. Il approchait peut-être. Il flairerait ma présence et convergerait vers nous. Le triumvirat des hommages pouvait avoir envoyé aussi des tueurs de Valcarqui dans ces lieux déserts. Il m'abattrait à vue. Si je voulais plaider ma cause devant le tribunal, il fallait pourtant que j'atteigne la cité sain et sauf. Une seule question me tourmentait. Y avait-il encore en moi assez de bravoure et de férocité pour vaincre mes ennemis ? N'étais-je pas infecté par le Skyum, à en juger par ma bienveillance envers Nessa ? Le premier adversaire ne mit guère de temps à me trouver. Or, ce n'était pas un assassin Sheksa, comme je l'avais supposé. Les hommages m'avaient envoyé une toute autre créature. Elle attendait juste devant nous. Au premier regard, on l'aurait prise pour un cobalos à cheval, avant de remarquer quelque chose de bizarre dans le rapport entre ce cavalier et sa monture. Il ne formait pas 2, mais une seule et redoutable entité. Quelle est cette affreuse apparition ? S'enquit Nessa d'une voix mal assurée. Suzanne gémit, tandis que la petite Briony se recroquevillait d'effroi. « C'est peut-être notre mort, dis-je. Restez à l'écart et laissez-moi faire. » J'allais affronter un guerrier Ib, un être conçu pour le combat, né d'un croisement entre un cobalos et un cheval. Il avait un torse velu et musculeux. Sa vitesse et sa force exceptionnelles le rendaient redoutable. Il semblait tenir dans sa main droite 5 longues lames très fines. C'étaient en réalité des griffes qui se déployaient ou se rétractaient à volonté dans le muscle de sa peau. Sa main gauche tenait une masse d'armes, une énorme matraque hérissée de piquants, telles les épiques d'un porc-épic. Son corps déquidé le rendait plus rapide qu'un cheval. Les ergots osseux dépassant de ses jambes de devant lui servaient à éventrer la monture de son adversaire. Le casque qui lui couvrait la face ne donnait à voir que 2 yeux rougeoyants d'un éclat haineux, et une armure forgée dans un excellent métal protégeait le reste de son corps. Le casque, avec une mâchoire allongée, laissait deviner la forme de sa tête, plus chevaline que cobalos. Son haleine montait en vapeur dans l'air glacé. Il émit un grondement de défi, un son guttural qui résonna sur la lande jusqu'à l'horizon. Sans autre avertissement, il chargea, galopant entre 2 émanations de la roche volcanique. Des hennissements de terreur s'élevèrent derrière moi. Les juments des purets avaient reçu l'étrangeté maléfique du Ib. Elles fuyaient, emportant leur cavalière. Quant à ma monture, fortifiée par la magie du Bosca, pas un de ses muscles ne frémit.
Le hibbe fit tournoyer la masse d'armes au-dessus de sa tête, mais j'avais éventé son subterfuge. Il tentait d'attirer mon regard pour me frapper de ses longues griffes, aussi véloces que des langues de vipère. Nous chargeâmes en même temps. Quand les griffes acérées cherchèrent l'espace entre mes côtes pour me percer le cœur, je créai mentalement un bouclier magique qui se matérialisa dans les airs au rythme de mes mouvements. Les griffes mortelles dérapèrent sur sa surface brillante. Guidant ma monture par une pression des genoux, je profitais de l'effet de surprise. Je frappai mon adversaire à la tête avec le pommeau de mon sabre et le métal du casque résonna. Je visais alors de mon poignard le point le plus vulnérable, là où la base du casque s'articulait avec l'armure. Je ratai mon coup, et nous nous écartâmes l'un de l'autre au galop. Le hibbe fit demi-tour pour revenir aussitôt à la charge. Cette fois, j'étais mieux préparé. En dépit de sa vitesse et de son agilité, il ne put éviter le contact de mon sabre, tandis que mon bouclier magique repoussait ses griffes pour la deuxième fois. Je n'avais pas assez de recul pour mettre toute ma force dans mon geste, mais la chance était avec moi. Au moment où ma lame sifflait dans l'air, comme une faux, le sol cracha un jet de vapeur sous les pattes de mon ennemi. Hennissant de douleur, il pencha le torse vers moi pour ne pas être ébouillanté. Ma lame l'atteignit à l'épaule, glissa sur l'armure, trouva la fente étroite entre le casque et l'épaulière, et lui entra dans le cou. La créature vacilla, ses doigts inertes lâchèrent la masse d'armes. Je projetai mon bouclier magique sur lui. Sous la violence de l'impact, il bascula de côté, les quatre pattes repliées. Il s'écroula lourdement sur le sol, roula sur la neige et ne bougea plus. Sautant à terre, je m'approchai prudemment. Je m'étais attendu à une victoire difficile et craignant quelques traîtrises. Je remarquai les nombreux fourreaux accrochés à ses flancs, contenant tout un assortiment de lames. L'ennemi était à ma merci. Je lui ôtai son casque et lui posai mon poignard sous la gorge. Le hibbe, inconscient, gardait les paupières fermées. Je devais faire vite. Je lui plantai un aiguillon magique dans le cerveau pour le ranimer. Il cria et posa sur moi ses yeux où rougeoyait une lueur malveillante. Pris de vertige, je vis le décor tourner autour de moi. Ma prise se relâcha sur le pommeau de mon arme. Que m'arrivait-il ? Je compris juste à temps que le danger venait du regard de la créature. Sa force hypnotique annihilait ma volonté. Je réussis à me focaliser sur sa bouche, garnie de dents puissantes. Parlant avec lenteur, au cas où le terrible coup reçu lui aurait brouillé l'esprit, je l'avertis. « Écoute-moi attentivement. On m'a fait du tort, et je vais plaider ma cause devant le triumvirat de Valcarqui. C'est mon droit. » Ce disant, je pressai le poignard sur sa gorge, qui saigna. « Tu n'as aucun droit, mage. Tu as tué un hommage. Tu dois être abattu. » Le hibbe m'avait craché ces mots à la face, en faisant grincer ses sabots les uns contre les autres. Le hommage refusait de me rendre mon bien, ainsi que la loi l'y obligeait. Il a tenté de me tuer. J'étais en état de légitime défense. Mais je n'ai aucun grief personnel contre toi, ni contre aucun des autres hommages. Donne-moi ta parole que tu ne me rechercheras plus, et je te laisserai. Tu pourras aller témoigner pour ou contre moi à Valcarqui, comme tu l'entendras. Tu es mort, mage. Si tu me libères, je t'entaille la chair et je bois ton sang. De ma main ou de celle d'un autre, tu mourras. Ton temps de guerrier est passé, répliquai-je. C'est moi qui tiens l'épée, c'est moi qui vais entailler, et c'est toi qui vas saigner. Et je boirai ton sang, c'est aussi simple que ça. Il mourut sans un cri, avec courage. Je n'en attendais pas moins de lui. Seuls Nessa et ses sœurs, qui avaient repris le contrôle de leur monture et revenaient en voyant le danger écarté, poussèrent des exclamations horrifiées. Quand les filles furent de nouveau maîtresses de leurs nerfs, sauf Briony qui sanglota encore pendant presque 1 heure, nous reprîmes la route en silence. Je chevauchais en tête, repensant à mon combat contre le hibbe. Qu'est-ce qui lui avait valu son échec ? M'avait-il sous-estimé ? Avais-je simplement eu de la chance ? Oui, ça ne faisait aucun doute. Le jet de vapeur, en surprenant l'ennemi, m'avait donné l'avantage. Voilà qui portait un coup à la fierté que j'aurais dû ressentir d'avoir vaincu un si puissant adversaire. J'étais toujours menacé par le Skyum. Je devais lutter de toutes mes forces pour ne pas y succomber et conserver mes pouvoirs de mage. Les 3 purées évitaient mon regard, la mine révulsée. Ne comprenaient-elles donc pas qu'en tuant le hibbe, je nous sauvais la vie à tous ? Cette nuit-là, je trouvai une grotte où nous abriter. Il n'y avait pas de bois pour le feu, si bien que nous dûmes mâcher cru les dernières lanières de viande que j'avais découpées sur le loup la veille. « J'en ai assez !» se plaignit Suzanne. « Je voudrais tant que Père soit encore là, et que tout ceci soit un mauvais cauchemar. Alors je me réveillerai saine et sauve dans mon lit bien chaud. »
Les choses sont ce qu'elles sont, et nous n'y pouvons rien, lui dit Nessa. Sois brave, Suzanne. Dans quelques semaines, espérons-le, tu commenceras une nouvelle vie. Alors, ces moments difficiles te sembleront un mauvais rêve. Un bras passé autour de sa sœur pour la réconforter, Nessa avait parlé avec assurance, mais je vis de la tristesse dans ses yeux. Sa nouvelle vie à elle serait celle d'une esclave. Laissant les 3 filles se consoler mutuellement, je vins m'asseoir à l'entrée de la grotte pour contempler les étoiles. C'était une belle nuit claire, et tous les astres scintillaient. Je distinguai l'œil rouge sang de Kougis, l'étoile du chien, ma préférée. Soudain, un trait de lumière traversa le ciel d'est en ouest. J'estimais qu'il avait dû passer au-dessus de Valcarqui. Une étoile qui tombe annonce, dit-on, la mort ou la destitution d'un mage. D'autres que moi, en ces temps incertains, auraient pris ce présage pour eux. Mais je ne croyais pas à de telles superstitions et chassai cette pensée de ma tête. J'étais en pleine méditation, appliquée à repousser l'approche éventuelle du Skyum, quand Nessa vint s'asseoir près de moi. Bien qu'enveloppée dans une couverture, elle grelottait. « Tu devrais rester à l'abri, dis-je. Le froid est trop vif dehors pour une faible humaine comme toi. »« Il fait très froid, c'est vrai, » chuchota-t-elle. « Mais ce n'est pas seulement à cause du froid que je tremble. Comment avez-vous pu faire ça sous mes yeux et ceux de mes sœurs ?»« Faire quoi ?» demandai-je. Avais-je mâché la viande du loup trop bruyamment ou rôté intempestivement? Tuer cette créature et boire son sang, c'était horrible, pire encore que ce que vous avez fait dans la tour, et vous y avez pris plaisir. Je vais être franc avec toi, Nessa. Oui, j'ai eu grand plaisir à triompher d'un adversaire redoutable. J'ai tué un hommage, un assassin Sheksa et un guerrier Ib. Peu de Kobalos peuvent s'enorgueillir d'un tel exploit. J'ai offert la liberté au Ib. Il l'a refusée. Il aurait continué de menacer ma vie, ainsi que la tienne et celle de tes sœurs. Qu'aurais-je dû faire? Son sang était un délice, je l'avoue. Si je l'ai bu trop gloutonnement, je m'en excuse. Sinon, j'ai agi au mieux. Au mieux? S'insurgea Nessa. C'était monstrueux. Et maintenant, vous nous conduisez dans une cité peuplée de plusieurs milliers d'êtres comme vous? Non, tu te trompes. Je suis un mage de Hesda. Il n'existe pas plus d'une dizaine de mes semblables. Nous ne sommes pas des citadins. Nous habitons aux extrêmes limites du territoire des Kobalos. Nous élevons des humains en nous assurant qu'ils soient satisfaits. Vous élevez des humains? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui t'alarme ainsi, Nessa? Toi, ton père et tes sœurs, vous faites partie de ma propriété, que nous appelons une Hesda. D'où mon titre de mage de Hesda. Nous récoltons le sang nécessaire pour subvenir à nos besoins, ainsi que d'autres éléments utiles. Ton défunt père savait tout cela, mais il ne voulait pas vous inquiéter. Il a conclu à marcher avec moi, pour que je me tienne à distance. Vous ne me considériez que comme une créature dangereuse vivant en proximité, mais la vérité, c'est que vous m'appartenez. » Et ça se couvrit le visage d'un geste horrifié. « Quoi? Vous preniez le sang de mon père et celui de mes sœurs? Et le mien? » Au début, oui, puis j'ai cessé de le faire. Je respectais ton père, c'est pourquoi j'ai passé un accord avec lui. Il me fournissait en vin et en sang de taureau, que je consomme en égale quantité. Cette situation nous convenait à tous les deux. Mais oui, les autres humains de Maesda me donnent du sang, même si la plupart l'ignorent. Je m'abreuve de nuit, pendant qu'ils dorment. Je me rapetisse jusqu'à passer par la plus petite fente d'un mur ou d'un toit. Après avoir repris une taille confortable, je rampe sur le lit. Assis sur leur poitrine, je les mords au cou. Je ne prends qu'une modeste quantité de sang, rien qui puisse altérer leur santé. De même qu'un fermier humain soigne son troupeau, je gère sagement mes ressources. Au pire, ils souffrent de terreurs nocturnes, ou rêvent qu'un démon perché sur eux les empêche de respirer. Parfois, ils sont pris de légers vertiges au réveil, surtout ceux qui se lèvent trop rapidement. La marque sur leur cou s'efface très vite. Aux premières lueurs du jour, on peut la confondre avec une piqûre d'insecte. La plupart des humains n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Nessa me fixa longuement sans rien dire, puis elle demanda. « Vous avez évoqué d'autres éléments. De quoi parliez-vous ?»« D'âmes, Nessa. Parfois, j'utilise les âmes de tes semblables. » Elle jette un coup d'œil vers le fond de la grotte, sans doute pour s'assurer que ses sœurs étaient bien endormies avant de reprendre. « Vous leur prenez leurs âmes? Mais c'est horrible! Ceux à qui elles appartiennent n'en souffrent pas, car ils sont déjà morts. En vérité, je ne fais que les emprunter. Les âmes errent toujours quelque temps avant de prendre le chemin de leur résidence. J'utilise un peu de leur énergie jusqu'à ce qu'elles s'éloignent. » Leur résidence? Où se trouve-t-elle? Ça dépend. Certaines âmes sont des montantes, d'autres des descendantes. La première s'élève en silence vers le ciel.
Les secondes s'enfoncent dans le sol avec une sorte de grognement, parfois un cri aigu ou un ululement. Celles-là, je ne sais pas où elles vont, mais elles ne semblent pas heureuses de s'y rendre. Vous étiez là quand mon père est mort? Oui, Nessa, j'étais là. Son agonie a été longue et douloureuse, et comme tu t'étais enfui, sans avoir le courage de l'assister, il aurait pu mourir seul. Mais je suis patient, je suis resté près de lui jusqu'à la fin. Et vous lui avez emprunté son âme? Non, je n'ai pas eu cette chance. Certaines âmes ne marquent aucune hésitation. Elles ne s'attardent pas. Elles s'en vont aussitôt. Où est allée celle de mon père? C'était une montante, Nessa. Réjouis-toi pour lui. Son âme a filé vers le ciel, sans émettre le moindre cri. Merci, souffla Nessa. Puis elle se releva et retourna dans la grotte sans aucun commentaire. Bien sûr, en prétendant emprunter les âmes, j'avais menti. Une fois vidées de leur énergie, elles ne sont plus grand-chose. Lorsque je les relâche, elles voltigent lentement quelques instants, puis émettent une faible plainte et disparaissent. Elles ne vont nulle part. Elles ne sont plus, voilà tout. Pour les descendantes, cela vaut sans doute mieux, mais les montantes y perdent beaucoup. C'était une bonne chose que celle du vieux roller ne se soit pas attardée.